Nous accueillons sur ce plateau deux eurodéputés fraîchement élus. Bonjour Fabrice Leggeri, bienvenue. Vous venez d'être élu pour le Rassemblement National. Bonjour. Bonjour François Calfon. Bonjour. Bienvenue. Vous venez d'être élu pour Place Publique, soutenu par le Parti Socialiste. Alors, ce matin, nous avons enfin le programme du Rassemblement National détaillé par Jordan Bardella hier. On va regarder quelques points dans le détail, mais avant ça, vu que vous l'avez beaucoup critiqué avant d'en avoir le contenu, je voudrais savoir que maintenant que vous en avez le contenu, François Calfon, ce que vous en pensez d'abord sur un point de vue global. D'un point de vue global, c'est très simple. Le programme du Rassemblement National, enfin on a le bébé assez mal né, c'est du Macron avec l'obsession sur l'immigration. Et de l'autre côté, c'est un Frexit caché. Macron avec l'obsession sur l'immigration, pourquoi ? Parce que on avait un programme XXL sur le social, et on a un programme XXS avec plein de clins d'œil au patronat. Et ce programme XXS, figurez-vous que même sur le peu qui reste à financer, M. Bardella a séché. On a eu un bug hier sur les 7 milliards de baisse finalement des dépenses énergétiques. Il est incapable de les financer. Enfin, le deuxième aspect, M. Leggeri, qui était haut fonctionnaire à l'Union européenne et qui est eurodéputé, c'est que c'est le Frexit caché. C'est-à-dire que quand Mme Le Pen dit, ça c'est pas M. Bardella, on fera une inversion des normes en faisant primer le droit français sur le droit européen, vous êtes un homme honnête, un haut fonctionnaire, vous savez que tout ça est parfaitement incompatible avec les traités. Et pour financer ce programme, où il y a quelques mesures à financer, puisqu'en fait c'est un programme d'austérité, de punition sociale, ils disent qu'ils vont baisser la contribution de la France à l'Union européenne, ce qui est parfaitement impossible puisque nous sommes sur un cycle 2021-2027 et que ces rabais ne sont pas possibles. Quant à la double frontière, M. Bardella s'est emmêlé les pinceaux, mais peut-être que vous nous expliquerez comment vous allez imposer de sortir de Schengen tout en restant dans l'Union européenne. Bref, tout cela est incompatible avec notre appartenance à l'Union européenne. Je vous laisse répondre, M. Leggeri, d'austérité. Et ensuite, on rentrera dans le détail. Bon, ça fait beaucoup de sujets, effectivement. Tout d'abord, le Rassemblement National ne souhaite pas quitter l'Union européenne, ne souhaite pas non plus sortir de l'espace Schengen. Et pour évoquer l'espace Schengen, en fait, nous avons rappelé que pour nous, cette libre circulation des personnes sans contrôle physique aux frontières entre les États doit être uniquement garantie aux ressortissants de l'Union européenne. Et pour ce faire, nous allons effectivement rétablir ce qu'on a appelé une double frontière, c'est-à-dire que c'est en dehors de Schengen. Non, mais c'est pas du tout un contrôle systématique. Donc ce n'est pas une manière, je dirais, d'un autre siècle. Il y a par exemple, bien sûr, des contrôles aléatoires, ce qui est déjà fait sur les zones de passage des contrôles donc aléatoires pour interpeller des migrants en situation illégale. Il y a surtout tout un ensemble de lois que nous ferons voter afin que la France elle-même reprenne le contrôle de son territoire, c'est-à-dire la loi sur la fin du droit du sol automatique, enfin en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, de manière à ce que on ne devienne pas français par hasard lorsque des personnes arrivent sur le territoire français et que leurs enfants y naissent. Par exemple à Mayotte, c'est exactement le choix qui a été fait d'ailleurs par le gouvernement sortant qui ne l'a fait que pour Mayotte, mais nous demandons de le faire pour tout le territoire national. Et puis il y a aussi l'effet de guichet social, c'est-à-dire d'éviter que des étrangers en situation clandestine ne choisissent la France pour aller profiter des aides sociales. Donc la double frontière, voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire. Et puis Alain Pimpin, vous n'avez pas répondu en fait. Non, il y a aussi la possibilité d'instaurer une déclaration d'entrée sur le territoire qui existe toujours dans l'acquis de Schengen. Et aujourd'hui, on peut tout à fait le faire, on l'a vu pendant la période du Covid, par des déclarations en ligne, ce qui permet finalement, si on se dote de lois contre les personnes étrangères non européennes qui ne respectent pas ce critère, ça nous permettrait, avec le renforcement des expulsions, de pouvoir le faire. Alors justement, pardonnez-moi, je voudrais que nous restions sur cette question de l'immigration pour une raison simple, c'est que votre programme par certains est taxé de xénophobe de ce point de vue-là, et vous d'immigrationniste, et dernièrement par le président de la République. Alors je voudrais que chacun puisse avancer ses propositions en termes d'immigration pour que les gens qui nous regardent aient des propositions claires. Si vous arrivez au pouvoir à partir du 8 juillet, en termes d'immigration, qu'est-ce qui change avec le nouveau Front populaire ? Écoutez, je pense que ce qui change, c'est clairement que nous mettons en place une filière d'immigration légale. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nos hôpitaux ne tournent qu'avec, finalement, une main-d'œuvre étrangère. J'ai entendu que l'UMI était très inquiet du programme du Rassemblement National, parce que demain, le Rassemblement National est aux responsabilités, vous n'irez plus manger dans un restaurant. Parce que ce qu'on vous sert en salle, ce qui est servi, c'est par des étrangers. Et malheureusement, il faut aussi sortir de l'hypocrisie. C'est y compris par des étrangers sans papier. C'est-à-dire que c'est pourquoi il
faut une filière d'immigration légale, et notamment tous ceux qui travaillent aujourd'hui, tous ces étrangers sans papier qui travaillent, qui cotisent, qui participent à la richesse nationale doivent être régularisés. Est-ce qu'il y a des conditions ? Je viens de les émettre à l'instant même, c'est-à-dire que ceux qui déjà ont une fiche de paye, travaillent légalement, ont vocation à rester sur le territoire. Alors pour ce qui me concerne, moi je considère que ceux qui sont sous OQTF, qui n'ont rien à faire sur le territoire français, eh bien on doit bien accueillir et l'assumer. Je crois que c'est pas assumé aujourd'hui, mais on doit également bien reconduire. Quelles sont les propositions du Rassemblement national en matière d'immigration ? Vous avez dit la suppression du droit du sol. Il y a également un durcissement des conditions de regroupement familial. Alors ça veut dire quoi, durcissement ? C'est-à-dire que nous voulons en fait éviter l'immigration de fait accompli. L'immigration de fait accompli, aujourd'hui, elle se produit parce que chaque année, des centaines de milliers de personnes arrivent en situation irrégulière au niveau européen, à peu près 380 000 en 2023, et une grande partie de ces étrangers qui arrivent en situation irrégulière demandent l'asile, mais une grande partie sont déboutés. C'est à peu près 80% des personnes qui demandent l'asile sont déboutées. Donc, on a 20% qui sont des vrais demandeurs d'asile et on va dire des vrais réfugiés. Et donc, ce que nous proposons au niveau donc européen, c'est que au lieu d'avoir un pacte asile-migration qui prend acte du fait que des centaines de milliers de gens sont victimes de trafiquants d'êtres humains et arrivent qu'à un cas sur notre territoire, nous disons des personnes qui sont vraiment en besoin de protection au titre de l'asile, doivent pouvoir faire leur demande d'asile dans le consulat de pays européens le plus proche sur leur parcours, en tout cas avant d'arriver en Europe. Et s'il y a des secours maritimes, bien évidemment, la réponse est oui, il faut sauver des gens, il faut faire le secours maritime, notamment en Méditerranée. Mais après, la vraie et la seule question politique qui se pose, c'est pourquoi est-ce que jusqu'à présent on fait transporter ces gens sur 200 km parfois pour les amener en Italie, dans le sud de l'Europe, et non pas les accueillir sur des camps de migrants en Afrique du Nord, par exemple. Pas vous couper, mais on a bien compris que vous voulez pas laisser entrer les gens, et d'ailleurs vous êtes illustré, vous êtes d'ailleurs poursuivi judiciairement là-dessus. Il n'y a pas de poursuite par rapport à ce qui était vos responsabilités à Frontex. Il y a des polémiques politiques, il y a une instrumentalisation politique faite par l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre. Mais c'est pas ma question. Je ne fais pas l'objet de poursuites judiciaires, monsieur. Monsieur, en fait, votre cas personnel, il indique un peu votre orientation, mais n'en est pas surpris. Non, la question, c'est les personnes qui sont physiquement présentes sur notre territoire, si elles sont accompagnées, elles font l'objet d'une OQTF. Comment faites-vous pour que les OQTF soient exécutées ? Parce que tout à l'heure, vous m'avez expliqué de manière un peu fumeuse, je dois dire, que vous maintiendrez des contrôles aléatoires, mais en réalité, vous savez parfaitement que vous ne pouvez pas rétablir des frontières physiques, ou alors vous sortez de l'Union européenne. D'ailleurs, au passage, vous ne m'avez pas répondu sur l'inversion. Vous ne m'avez pas répondu sur le primat du droit français sur le droit européen, parce que vous ne pouvez pas me répondre, parce que le primat du droit français sur le droit européen, c'est la sortie de l'Union européenne. Donc, moi, la question que je vous pose, c'est sur les OQTF, puisque vous êtes miraculeux, que vous allez nous expliquer que le plomb va devenir de l'or. Comment vous faites pour améliorer le taux d'exécution des OQTF dans le cadre du droit ? Alors, j'ai bien compris que vous souhaitiez les mettre dans des bateaux sans droit, mais dans le cadre du droit, comment faites-vous ? La question se posera pour vous aussi après. Oui, nous ne les mettons pas sans droit. Nous voulons simplement renforcer les possibilités d'éloignement. Nous voulons d'abord arrêter le flux illégal, parce que ce n'est évidemment pas, si on continue à avoir un flux constant et parfois croissant qui arrive chaque année, on va se retrouver effectivement dans la situation où il y a des centaines de milliers de personnes et que donc ça devient compliqué de les renvoyer. Donc c'est pour éviter cela. Nous considérons que les régularisations ne sont qu'un encouragement à venir illégalement, et nous considérons donc, parce que nous voulons mettre pour les vrais demandeurs d'asile des procédures en dehors de l'Europe, ça nous permettra d'être plus dur sur la frontière. La question elle est valable pour tous les deux, donc je vous la pose. Les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, elles sont exécutées dans moins de 10% des cas. Aujourd'hui, il faut raccompagner les gens dans leur pays d'origine, donc les expulser. Aujourd'hui, ça mobilise souvent des agents de la police aux frontières ou de la douane ou des policiers, des vols commerciaux. Ça a un coût important. Comment est-ce que vous les faites appliquer l'un et l'autre ? Donc Monsieur Légéry d'abord, ensuite Monsieur Caleçon. Parce que j'ai posé la question, j'ai pas eu ma réponse, mais je répondrai moi. On peut renforcer d'abord l'efficacité administrative de cela, parce qu'il y a aussi du côté français ou du côté européen une efficacité plus grande à trouver, et puis surtout c'est une pression dans le rapport diplomatique avec les pays d'origine, parce que si on a des situations où des ressortissants ne veulent pas
où le pays ne veut pas reconnaître ses ressortissants, eh bien nous pouvons établir un bras de fer diplomatique, politique. Eh bien il y a parfois des intérêts que nous devons cas par cas pour chaque pays identifier, et notamment si vous avez des flux de transferts financiers qui se font par des étrangers en situation irrégulière vers des pays qui ne reconnaissent pas leurs ressortissants, il y a quand même un levier de discussion diplomatique. Donc, alors le bras de fer, il faut être très honnête, c'est bien parce qu'en fait il n'y a pas de réponse. Et la réponse que vous formulez, c'est celle que M. Macron a tenté de faire avec le Maroc. En ce qui concerne les mineurs isolés, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est de nous brouiller avec le Maroc, qui a envoyé encore plus de mineurs isolés sur notre territoire. Parce que votre vision, c'est une vision de la guerre contre tous. Comment vous faites-vous, monsieur Calfon ? Nous disons qu'il faut au contraire accroître la coopération avec les pays d'origine, faire en sorte que effectivement cette politique de co-développement, de permettre aussi la régularisation de ceux qui travaillent, crée un climat favorable pour que les pays, notamment du Maghreb, puisqu'on parle du Maghreb, mais on pourrait aussi parler des pays subsahariens, puissent rentrer dans ce cycle de coopération et accueillir ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Donc ça veut dire que vous dites à ces pays, nous accordons plus de visas, du coup, reprenez les gens que nous assumons une politique d'immigration choisie, de régularisation des personnes qui travaillent et qui participent à la construction de la richesse nationale, dès lors qu'ils respectent nos lois, et dès lors vous créez un climat qui n'est pas du tout le même et qui est favorable à ce que ces pays reprennent leurs OQTF quand les gens n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Mais vous voyez, que faites-vous vous créez des RC des frontières et vous serez dans la même nasse que M. Darmanin l'a été en ce qui concerne le Maroc. Mais que faites-vous si les pays d'origine, donc de ces personnes à qui vous donnez des visas, je dirais dans le cadre d'une immigration légale de travail, s'ils ne reprennent pas leurs ressortissants à la fin du séjour légal? Alors, est-ce que vous prenez des sanctions? Est-ce que par exemple vous limitez le nombre de visas en disant à ce pays, à l'avenir, puisque vous n'avez pas repris vos ressortissants à la fin de leur contrat, eh bien nous limitons. Voilà un débat qui sort de l'idéologie. Je remercie d'ailleurs LCI de nous donner le temps de le faire. Moi, je ne prétends pas que par magie, il n'y aura plus d'immigration illégale et qu'il n'y a pas de problème de pays émetteurs. Je propose une stratégie qui est basée sur la coopération. Vous proposez une stratégie qui est basée sur la tension que M. Darmanin a mis en place et qui ne fonctionne pas. Donc je ne vous dis pas... Donc la question, elle est toute simple. C'est d'avoir des filières d'immigration choisies. Moi, je le dis. Par exemple, je vais être très clair. À l'hôpital, au lieu d'utiliser de subterfuge, il faut que nous accueillions, d'ailleurs, sans crainte, sans xénophobie. Parce que, vous savez, les pays du Maghreb, quand vous supprimez, ce qui d'ailleurs est illégal face au droit, vous êtes un haut fonctionnaire, vous le savez très bien, la binationalité pour les hauts fonctionnaires, c'est un très mauvais signal pour ces pays-là. Eh bien, si vous détendez le signal, à ce moment-là, vous pouvez avoir une politique d'immigration choisie, qui fait en sorte que ceux qui ont vocation à venir, ceux qui ont vocation à participer de la richesse nationale sont bien accueillis. Et dès lors, vous avez beaucoup plus finalement d'opportunités avec ces gouvernements qu'ils reprennent leurs ressortissants quand ceux-ci n'ont pas vocation, c'était le sens de votre question, à rester sur notre territoire. Je voudrais que nous regardions également vos propositions en termes de sécurité. Parce que là aussi, il y a deux visions diamétralement opposées a priori entre vos différents programmes. Donc hier, nous avons une nouvelle fois découvert le contenu du programme du Rassemblement national avec, alors ça c'était dans l'air, on le savait, l'instauration de peines planchers, enfin, la remise en place de peines planchers, la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes, ou encore la fin de l'excuse de minorité via l'instauration de peines courtes immédiates dans des centres éducatifs fermés. Ça, ce sont les propositions en matière de sécurité. Et c'est de nature, selon vous, à faire baisser le niveau de violence en France? C'est de nature, d'abord, en ce qui concerne les plus jeunes délinquants, souvent adolescents, préadolescents parfois, c'est de nature, en tout cas avec les centres éducatifs fermés et une sanction immédiate et proportionnée, c'est de nature à les éduquer, c'est-à-dire à leur faire comprendre qu'à la première incartade sérieuse, eh bien, il y a une sanction et une sanction immédiate pour que ce soit compris avant, malheureusement, de laisser ces adolescents poursuivre un parcours de délinquance. Ça veut dire qu'il n'y a plus, par exemple, de rappel à la loi? Le rappel à la loi... Sanction prononcée, enfermement. Une sanction, il y a des pays où ça fonctionne, notamment aux Pays-Bas, il y a des expériences, en tout cas il y a des exemples qui pourraient être très intéressants pour notre cas. Ça permet quand même une sanction claire,
qui permet à un adolescent de comprendre, on espère pouvoir contribuer aussi à son éducation, là où il y a des carences peut-être de son milieu, et ça permettra probablement de mieux le protéger contre le risque de glisser dans la délinquance. Du côté du Front Populaire, il y a le retour d'une police de proximité, il y a le désarmement de certaines forces de police, en tout cas de certaines armes. Oui, absolument. Assumé d'ailleurs. Oui. Et la fin de la Bravem. Bon, alors je vais répondre quand même que les gens aient une vision un peu globale. Avec le Rassemblement national, en toute matière, il n'y a que la punition. Et en fait, les Français, ils demandent du social, de la réparation des services publics. Eh bien, la première chose que nous faisons, c'est que nous recrutons des professeurs, nous recrutons des policiers, des services publics. Parce que la vérité, quand il y a eu les émeutes urbaines, c'est que ce sont les polices municipales qui ont finalement remplacé la police nationale parce qu'il n'y avait pas d'effectifs qui étaient là. La deuxième chose... Donc ça veut dire quoi? C'est le retour d'une police de proximité? Bien sûr, enfin, le retour d'effectifs de police. La deuxième chose, dans l'illustration de la punition, moi je vais reprendre un terme de M. Macron, le seul que je reprendrai. Vous nous préparez la guerre civile. Je ne sais pas d'ailleurs si ça fait encore partie de votre programme, mais vous préparez la présomption de légitime défense pour les policiers. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'une affaire Naël, ça suffit? C'est-à-dire que vous voulez encore assouplir le droit à la riposte des policiers. Avec vous, vous nous préparez 10 affaires Naël. Alors peut-être que c'est plus dans votre programme. C'est le droit de la police à protéger les citoyens. Oui, peut-être que c'est plus dans votre programme parce que vous ne l'assumez pas. Mais ce que vous préparez, c'est le droit le permis de tuer pour les policiers. Et ça, je crois que c'est vraiment la guerre civile. Alors que nous avons besoin d'une certaine paix sociale. En ce qui concerne le désarmement, puisque vous m'avez interpellé là-dessus. Sur vos propositions. Non, mais alors le désarmement, moi j'ai débattu. Vous n'étiez à l'époque fonctionnaire à l'Union européenne avec des représentants du Rassemblement national au moment des Gilets jaunes. Mais j'entendais, et j'étais d'accord avec eux, des représentants du Rassemblement national dire les LBD sur les Gilets jaunes, les éborgnés Gilets jaunes, ça n'est pas une arme de maintien de l'ordre. C'est une arme de, finalement, lutte contre la délinquance très forte. Eh bien, nous souhaitons arrêter avec la répression du mouvement social, avec des armes de défense qui sont très invalidantes. Il y a eu, je ne sais pas, plus de 500 personnes qui ont été éborgnées par des grenades de désencerclement. J'ai pas le chiffre, donc je vous laisse la responsabilité. Mais d'accord, mais je crois que c'est ça. Enfin, d'ailleurs, en tout cas, plusieurs centaines de personnes. À l'époque, les représentants du Rassemblement national disaient Monsieur Macron utilise des moyens finalement anti-émeutes, des moyens de lutte contre la criminalité pour réprimer le mouvement social. Tout d'un coup, vous avez changé d'avis. Eh bien, nous considérons, oui, que c'est pas désarmer la police, qu'il y a, et d'ailleurs beaucoup d'officiers de gendarmerie le disaient, des doctrines d'emploi d'un certain nombre de matériels, grenades de désencerclement, LBD, qui n'ont rien à faire dans la répression du mouvement social. Mais dans le programme du Rassemblement national, il s'agit de traiter la délinquance. Nous ne parlons pas du maintien de l'ordre. Donc vous pouvez me rejoindre sur le fait qu'on ne puisse pas utiliser de LBD contre les manifestants. Les manifestants, dès lors qu'ils ne sont pas violents et qu'ils ne font que manifester des aspirations sociales... Eh bien, nous ne disons pas autre chose en ce qui nous concerne. Sont évidemment dans l'exercice de leur liberté civique et de leurs droits de citoyens. Mais en ce qui concerne la délinquance, en ce qui concerne, par exemple, le grand banditisme ou les trafics de drogue dans des quartiers qui sont aujourd'hui contrôlés par les trafiquants, nous estimons qu'il faut une présomption, c'est-à-dire de légitime défense, c'est-à-dire une présomption que les forces de l'ordre, dans l'exercice c'est pas juste en matière de délinquance, elle est générale. Dans l'exercice de leur mission de lutte contre la délinquance, et par exemple cette affaire évidemment tragique avec il y a un an, la mort d'un jeune homme qui ensuite a entraîné plusieurs semaines de. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Mais des morts suite à un refus d'obtempérer. Il y a aussi ça des citoyens. Ça ne crée pas, monsieur Legéry, une loi d'exception. Est-ce que la justice s'applique à tous et donc tout le monde est présumé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable? Mais quand on est dépositaire de la force publique au nom de la République et donc finalement au nom du peuple français, on est là pour faire respecter les lois, pour faire respecter la sécurité et lutter contre la délinquance. Bon, on aura 10 affaires Naël, hein. Enfin, je vous le dis parce que vous parlez de l'affaire Naël, mais des décès suite à refus d'obtempérer parce qu'il y a eu déjà une modification de la légitime défense. Les policiers ont adopté, d'ailleurs, peut-être moins bien formé, le code de riposte de la gendarmerie, et vous
Vous voulez encore desserrer tout ça? Eh bien oui, je le dis, vous allez nous créer des émeutes urbaines. Mais peut-être c'est ce que vous assumez. Non. Et d'une certaine manière, la matrice de ça est de... Est-ce que M. Calfon, là vous l'utilisez vous ce matin, cette expression de guerre civile, elle a beaucoup fait réagir, hein, M. Macron l'a utilisé hier. Vous estimez vraiment que c'est à propos dans ce qu'est une guerre civile? Une guerre civile, c'est-à-dire une partie de la population contre une autre partie de la population ou contre l'autorité qui a l'usage légitime de la force. Non, ce qui est à propos, c'est de dire que le programme du Rassemblement national marchait facialement sur deux jambes. Une jambe de réparation, ils l'ont totalement supprimé. Tout ce qui concerne les augmentations de salaire, la protection des salariés, le pouvoir d'achat a été totalement supprimé. Il n'y a plus qu'une jambe, c'est la punition. On punit, classe laborieuse, classe dangereuse, on disait. Non. On punit les pauvres. Eh bien, nous disons... il n'y a pas de cadre républicain, moi je suis un républicain, s'il n'y a pas cette réparation. La réparation, elle a totalement disparu. Et d'ailleurs, j'insiste parce que peut-être vous pouvez répondre à ce que M. Bardella n'a pas su répondre. Comment vous financez les 7 milliards, la seule mesure qui reste? Les 7 milliards de baisse de la TVA sur les produits énergétiques, parce qu'il a été incapable de répondre. Nous assumons l'impôt. Nous assumons de prendre aux 140 milliards de bénéfices du CAC 40, de prendre aux 33 milliards de rachats d'actions, de prendre aux 50 milliards, c'est un rapport de l'IGF, des niches fiscales sur les 100 milliards qui sont inefficaces, et vous n'assumez plus aucune hausse, finalement, plus aucune recette de redistribution à l'endroit de ceux qui sont le plus en difficulté. Monsieur Légéry vous répond. Nous avons évidemment, et ce sera dans les priorités du gouvernement de Jordan Bardella, s'il est nommé Premier ministre et s'il a une majorité absolue au mois de juillet, nous avons dans les 3 priorités des premières semaines, tout d'abord le pouvoir d'achat, avec la baisse des factures énergétiques. Et nous avons effectivement un pilier sur la sécurité, on en a parlé. Il reste 60 milliards à financer. Comment vous financez les 60 milliards? Non, mais ça intéresse les Français. Moi, j'ai pas vu les recettes. Hein. Nous avons évidemment gardé, et nous sommes attachés à cette dimension de justice sociale. C'est vrai aussi par rapport à la réforme de la retraite qui viendra ensuite. Mais nous avons aussi un devoir de réalisme par rapport à la situation budgétaire, et nous devons faire dans un esprit de justice sociale, mais aussi dans un esprit de responsabilité budgétaire. Encore une fois, on n'a pas les recettes. Le programme du nouveau Front populaire est estimé à 250 milliards de dépenses, ou peut-être plus par an, c'est même pas complètement chiffré. Nous voyons que la France est déjà sous une procédure de déficit excessif par la Commission européenne. C'est le bilan de Macron, vous n'en êtes pas comptable, nous non plus. C'est le bilan de cette année de mauvaise gestion par Emmanuel Macron et ses gouvernements, mais ça nous amène, dans l'intérêt des Français, à avoir beaucoup de responsabilités. Parce que mais où est-ce que vous prenez l'argent l'un et l'autre? Excusez-moi. Enfin, Monsieur Légéry, où est-ce que vous prenez la recette? Moi, je pose la question. Nous aurons à diminuer des dépenses. Nous avons il y a 60 milliards à financer. Il y a à réformer l'État et aussi l'architecture administrative qui est extrêmement complexe, avec tous ces niveaux de collectivités, de groupements de collectivités qui coûtent beaucoup d'argent, qui enlèvent de la lisibilité. Il y a aussi des dépenses, par exemple dans le domaine de l'immigration, on en a parlé. Oui, 2 milliards sur l'AME, c'est ce que il y a la ristourne que nous demanderons à la Commission européenne. L'Allemagne a que vous pouvez pas demander, vous n'avez pas répondu là-dessus, vous ne pouvez pas les demander. Il y a un programme 2021-2027, vous ne pouvez pas. Par rapport à l'Europe. Après 2027, donc ce sera après les 2 ans. Par rapport à l'Europe, nous considérons, et ça c'est tout à fait en fait une position, je dirais, de souveraineté, de dire que l'Union européenne est constituée d'États souverains. Ça veut dire, et notre Constitution le dit, que la souveraineté réside essentiellement dans la nation et s'exerce par les représentants. Alors, excusez-moi, juste pour que chacun puisse répondre. Monsieur Calfon, légitimité. Madame Rabault, ancienne rapporteure du budget, estime qu'il y a 106 milliards de dépenses nouvelles. Madame Trouvé, qui est dans la même coalition, dit jusqu'à 260 dépenses nouvelles. Comment vous financez cette dépense immense? Regardez, on ne va pas prendre des choses qui viennent d'économistes alternatifs, il y en a parmi nous. Moi, je prends les rapports de l'Inspection générale des finances. Sur les niches fiscales, il y a 100 milliards de niches fiscales par an qui concernent tout et rien. Sur ces 100 milliards, ce n'est pas les économistes de gauche qui disent ça, c'est l'Inspection générale des finances, qu'on ne peut pas soupçonner d'être à gauche. Ils disent qu'il y a 50 milliards de niches fiscales qui sont inefficaces. D'accord. Là, j'ai déjà 50 milliards qui sont là. Sur le CAC 40,
vous avez 140 à 150 milliards de recettes du CAC 40. Évidemment, on ne prend pas tout, mais on prend les 33 milliards de rachat d'actions. Qu'est-ce qu'un rachat d'actions ? C'est un peu technique. C'est les actionnaires du CAC 40 qui rachètent leurs propres actions. Ça ne produit rien du tout. Et d'ailleurs... le gouvernement actuel veut taxer ces ils ont taxé à 0,1%. Ils veulent accentuer. M. Macron s'excuse même d'être poli quand il taxe. Eh bien, on va taxer massivement. Peut-être pas les 33 milliards, mais au moins sur 15 milliards. Je vous ai déjà trouvé 65 milliards. On va taxer les super profits. Vous prenez ce qu'on appelle les super profits, c'est quoi ? C'est ce que les Français payent finalement de ce qu'a été l'inflation. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez une bouteille en verre, eh bien, ces bouteilles en verre, avec l'inflation qu'on a connue sur l'énergie, ont pris 40%. Elles ont baissé de 2%. Eh bien, puisqu'il y a un oligopole de 2 verriers en France, ceux qui se font 35% alors que la crise est finie, eh bien, nous allons taxer cela. Je peux le chiffrer. CMA-CGM, qui est un transporteur de conteneurs, a fait pendant 2 ans exactement 14 milliards de super profits par rapport aux années. Ça, c'est un point commun que vous avez avec le Rassemblement national. Ça fait, il y a 20 milliards à récupérer. Donc là, je suis presque à la centaine de milliards. Et je vais même vous répondre encore plus honnête, puisque vous dites qu'il y a un décalage entre ce que dit Mme Trouvé et ce que dit Mme Rabault. Moi, je suis socialiste, je suis un homme réaliste. Je ne fais pas le coup dilatoire de la question de on va faire un audit sur les finances publiques parce que c'est clair qu'il n'y a plus rien en caisse. Je fais le coup de dire tout simplement les choses. On veut de la réparation, donc il y a de la dépense. Donc il y a de l'impôt. On assume l'impôt. Et on va chercher de l'argent. Non pas dans la poche de ceux qui n'en ont pas, mais dans la poche de ceux qui en ont, sans brider l'économie. Une toute dernière question, en 10 secondes chacun, s'il vous plaît. Vous l'avez rappelé vous-même, la Commission européenne nous place sous contrôle accentué en raison du déficit excessif de la France. On est avec une cohorte de 6 autres pays. Bon, on est un peu en deuxième division, niveau européen de ce point de vue-là aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, 2027, les objectifs maastrichtiens, 3% de déficit, c'est tenable ou pas, selon vous ? C'est de toute façon l'intérêt de la souveraineté française et de l'intérêt des Français de réduire notre déficit. Donc vous y serez ou pas ? Il faut faire tous les efforts possibles pour remettre de l'ordre dans nos comptes publics. C'est dans l'intérêt des Français, c'est pas nécessairement pour faire plaisir à la Commission européenne, c'est dans notre intérêt. Donc vous dites pas oui, nous y serons, mais vous essaierez d'y aller. Il faut faire tous les efforts possibles de responsabilité, d'où en fait la grande responsabilité budgétaire exprimée par le Rassemblement national. Vous m'avez demandé 30 secondes, on n'y sera pas. Mais le programme qui a été financé, Valérie Rabault l'a dit, peut-être pas à hauteur de 206 milliards, moi j'y crois pas, plutôt à hauteur de 100 milliards. Il sera financé par l'impôt. Donc on ne sera pas au 3% en 2027 ? Ah non, on ne sera pas au 3% en 2027. C'est pas le sujet, mais par contre, l'engagement qui peut être pris, c'est de ne pas aggraver les déficits. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger ce matin en direct sur LCI.